Je vais commencer par me présenter. Je suis Elisabeth Sauzer-Monig du bureau eTuning France. Donc, je suis la directrice d'eTuning en France, basée à Réseau Canopé, qui est opérateur pour l'action en France pour le ministère. Et en fait, aujourd'hui, on voulait vous parler de la certification complémentaire en langue vivante en lien avec eTuning, parce que c'est un sujet qu'on travaille depuis plusieurs années avec nos collègues au ministère. Et on a un croisement très intéressant qu'on voit dans eTuning depuis longtemps entre des enseignants certifiés qui font des projets dans eTuning et des enseignants qui travaillent dans des projets eTuning qui vont vers la certification. Et on s'était dit que ce serait quand même bien de faire quelque chose d'un peu plus construit et de vous faire une explication, de vous apporter des éléments d'information et des témoignages aussi d'enseignantes qui se sont déjà engagées dans cette démarche pour aider les uns et les autres à bien progresser. Euh, donc, comme vous voyez là un petit peu à l'écran, notre objectif aujourd'hui, ce sera de vous parler en fait de la certification complémentaire DNL dans un premier temps, comment les enseignants peuvent le préparer, quelle place pour eTuning là-dedans aussi, et comment eTuning peut être un appui pour faire vivre la certification une fois obtenue. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a la certification dans sa classe? Comment est-ce que, au-delà d'un cours qu'on pourrait donner dans une langue étrangère, quelle est la plus-value du coup et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans des projets pluridisciplinaires? Euh, donc aujourd'hui, je suis en ligne avec plusieurs intervenants. En fait, vu qu'on est sur un webinaire qui se destine à la fois au premier degré et au second degré, on a des collègues qui représentent les deux niveaux. Donc, Madame Sandra Diaz-Lessina, qui est inspectrice IEN du premier degré, Académie de Toulouse. Monsieur Manuel Moyen, IAIPR, Académie de Grenoble, et trois enseignantes, donc Aurélie Almeilly de l'Académie de Créteil, Lucie Tijoux qui va nous rejoindre de l'Académie de Nantes en collège, Céline Gechter qui est enseignante en lycée, euh, et donc moi-même et ma collègue Muriel Surosbost qui est chef du pôle langue à la DGESCO au ministère. Donc avant de me lancer, je ne sais pas Muriel si tu souhaites en dire quelques mots. Mais déjà, vous remercier toutes et tous d'être présents cet après-midi et de votre intérêt pour ce webinaire qui allie, du coup, comme Elisabeth l'a dit, certification complémentaire DNL et e-twinning et comment l'un peut nourrir l'autre et inversement. Donc, écoutez, très bon webinaire à toutes et tous. Donc, je vous laisse peut-être la parole, Sandra et Emmanuel. La question qui se pose en premier lieu, c'est en gros en quoi consiste la certification complémentaire et comment il se construit. Oui, merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Sandra Diaz-Lessina, je suis inspectrice pour le premier degré. Et dans le cadre de mes missions liées aux langues vivantes, en fait, je participe chaque année à l'examen de la certification complémentaire avec Monsieur Moyen, Bonjour à tous. voilà, inspecteur IAIPR d'anglais donc sur une autre académie. On a souhaité débuter notre présentation très rapide finalement, hein, mais débuter quand même par quels sont les textes réglementaires en fait qui cadrent cette certification complémentaire. Peut-être mettre un petit focus sur l'arrêté du 6 mars 2018 qui, suite au plan langue et au rapport qu'avaient établi Chantal Manès et Monsieur Taylor en 2018, avait donné donc ce plan langue pour favoriser, pour renforcer l'apprentissage des langues vivantes dès le premier degré donc, et sur l'ensemble du second degré. Un point également pour vous rappeler que chaque année, une circulaire nationale apparaît et par la suite, elle est, comment dire, chaque académie va également pouvoir transmettre en fait une circulaire académique qui va déterminer comment va se dérouler et l'inscription et comment vont se dérouler finalement les différentes passations de cette certification. Manuel? Oui, je suis là. Donc, comme le disait Sandra, voilà,
et à la suite du plan langue, hein, qui a donc été réaffirmé par l'arrêté du 23 décembre 2003, hein, évidemment dans ses applications, s'agissant des parcours renforcés en langue, hein, où eh bien, en fait, l'enseignement en langue et des langues, voilà, ne relève pas simplement du champ de compétences des seuls enseignants de langue, mais chacun peut en fait poser et apporter sa pierre à l'édifice dans la construction des compétences linguistiques des élèves et également par le biais d'une ouverture internationale. Et ce qui nous mène à évoquer les personnels qui sont éligibles, hein, à cette certification. Il s'agit du support de présentation suivant, de la diapositive suivante. Sont éligibles à cette certification complémentaire, hein, au secteur DNL pour discipline non linguistique, cet acronyme, hein, qui est largement répandu. Alors sont éligibles donc les enseignants des premiers et second degrés, qu'ils soient stagiaires ou titulaires, et également contractuels à condition d'être employés par un CDI. Ça s'adresse aux enseignants qui relèvent du public ou du privé. Et le niveau minimum exigible, en fait, pour mettre toutes les chances de son côté, est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, donc CECRL, qui est aussi un acronyme voilà, qu'il faut maîtriser dès lors qu'on s'attelle à cette tâche d'investir le champ de l'enseignement en langue. J'ajouterais que ce ne sont pas là les seules compétences, hein, puisqu'il y a également des compétences qui sont au-delà des simples compétences linguistiques, mais des compétences évidemment relevant de la didactique et de la pédagogie de l'enseignement des langues. Je passe la parole à Sandra qui va vous évoquer la plus-value que représente la passation de cette certification complémentaire. Oui, en effet, la certification complémentaire dans le second degré est une certification que l'on connaît et pour laquelle la plus-value, quelque part, n'est plus apportée. Mais notamment, je pense au premier degré, quelle est la plus-value que ça peut apporter concrètement, que ce soit en termes de carrière, en termes de poste, en termes, au-delà de, je dirais, un développement euh, professionnel, hein, parce que on a pu le voir avec les enseignants qui présentent cette certification, elle est vraiment, elle est vraiment vecteur en fait pour redynamiser une carrière, pour redynamiser nos pratiques, hein. Ça a vraiment permis aux personnes aux enseignants qui ont pu la présenter, ça leur a vraiment permis de de pouvoir reconsidérer en fait leurs pratiques et leur quotidien. On a vu au sein de différentes écoles, hein, qui ont pu mettre en place, ou même au niveau des établissements, lorsqu'on arrive avec ce nouveau souffle, cette nouvelle dynamique, on a pu voir vraiment une synergie qui s'installe et qui est vraiment très, très intéressante. Si on regarde d'un point de vue un petit peu plus aussi personnel, toujours professionnel, hein, c'est une certification qui, quelque part, viennent attester et à reconnaître par l'institution de compétences, bien sûr, non seulement dans une langue, mais aussi transversales, hein, puisqu'on valide aussi des compétences didactiques dans une discipline, hein, mais c'est vraiment une reconnaissance, effectivement, institutionnelle, je dirais. Et enfin, un point intéressant également, hein, par rapport à certains enseignants qui ont souhaité en fait accéder à la mobilité à l'étranger et avoir la certification complémentaire a pu être un atout finalement, hein, qu'ils ont pu mettre en avant lors des entretiens. Enfin, je dirais que dans certaines académies, et là, ça sera plutôt pour le premier degré, puisque c'est une nouveauté. Dans le second degré, ce type de poste existait déjà, mais des postes que l'on appelle aussi postes à profil qui peuvent apparaître sur des dispositifs vraiment très spécifiques en langue étrangère. Et c'est vrai que la certification, à ce moment-là, peut être soit un prérequis, soit ça peut être un atout lorsque l'on souhaite s'y présenter. Mais peut-être que tout à l'heure, voilà, vous aurez d'autres questions auxquelles on pourra vous répondre.
Et si on peut synthétiser, en fait, le maître mot, hein, s'agissant de la plus-value, c'est celui sans doute d'ouverture, hein, puisque c'est l'ouverture de l'enseignant à des pratiques qui peuvent être transversales, interdisciplinaires, évidemment, et qui peuvent profiter à l'échelle d'un établissement, et également une ouverture qui va être sur euh, des partenariats, donc sur l'international, et en ce sens, voilà, ben disons que la certification complémentaire a toute sa place dans ce webinaire conçu par les représentants de eTwinning, hein, puisque ça constitue véritablement un levier indéniable pour des bonnes pratiques, en vérité. Et justement, hein, souvent ce que l'on relève, c'est que un enseignant qui se lance sur la certification complémentaire euh, va mettre en place des dispositifs en fait et des échanges via eTwinning, voire même des consortiums par la suite avec Erasmus. Euh, Ça a vraiment, enfin, comment dire, cette ouverture va mener vers d'autres ouvertures. C'est un cercle vertueux, en vérité. Ce qui nous amène peut-être à évoquer ce qu'il suit, hein, de façon beaucoup plus terre à terre, hein, là, s'agissant de cet examen de certification complémentaire. Alors, il s'agit bien d'un examen qui est soumis à une inscription qui se fait en ligne via l'application Cyclades. Consécutivement à la publication de la circulaire nationale, la circulaire est déclinée au niveau des académies, donc et elles sont publiées très classiquement, enfin sur les espaces d'information numérique, mais également dans les DSDEN s'agissant du premier degré et dans les établissements s'agissant du second degré. Donc là, c'est un calendrier très précis. Ce qui se passe traditionnellement, c'est que les inscriptions si on schématise, hein, ça peut varier de quelques jours, mais pas beaucoup plus selon les académies. Mais les inscriptions sont ouvertes entre mi-septembre et mi-octobre. Donc voilà, ça coïncide avec la mise en route, hein, dans les salles de classe, les débuts d'année, mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut rater si on souhaite s'inscrire dans cette dynamique. Et donc, bien être attentif, se noter peut-être dans son agenda un rappel, si vous n'êtes pas déjà titulaire de la certification complémentaire, que peut-être pour la session 2026, voilà, bien être attentif à la publication de cette circulaire. Lors de cette inscription, donc bien entendu, outre les éléments relatifs à l'état civil, le statut, etc., hein, tout ce qui est administratif et purement administratif, est demandé le téléversement d'un rapport d'activité. Alors, il ne s'agit pas de se dire, ah bah tiens, je ne suis pas éligible puisque, en fait, je n'ai aucune expérience dans ce domaine. C'est pas exactement ça. Ce rapport d'activité est constitué de deux parties. Une première partie qui est vraiment une explication détaillée du parcours universitaire, donc du parcours de formation initiale, mais également du parcours professionnel et également comment dire, d'un parcours qui fait intervenir les langues vivantes. Donc, on peut très bien ne jamais avoir testé soi-même, hein, de mise en œuvre de séquences ou même d'activités pour se présenter. C'est l'occasion aussi dans ce rapport d'activité de faire état d'une réflexion qui soit didactique et pédagogique. On peut très bien imaginer présenter ce que l'on envisagerait de faire, vous voyez, pour faire état d'une réflexion qui très certainement est encore en cours de construction et encore imparfaite. Mais on reviendra peut-être un tout petit peu plus tard lors de notre allocution sur comment on peut se préparer à cet examen. Donc, outre les expériences d'enseignement, hein, d'ateliers, de stages, d'échanges éventuels, de séjours professionnels à l'étranger, qui peuvent être également, pourquoi pas, qui peuvent relever également du domaine du privé, hein. Voilà, on peut également indiquer les parcours ou actions de formation auxquelles on aurait participé en amont.
de projets partenariaux qui auraient pu être initiés, voilà, selon qu'on est certifié ou non, hein, parce que par exemple, on peut très bien exercer dans un établissement lequel il y a une véritable dynamique au niveau de l'ouverture à l'international et les candidats ont tout à fait pourquoi pas, pu prendre part à, à un échange ou à un voyage ou une correspondance, pourquoi pas. Donc, en fait, pour vraiment dédramatiser hein, ce rapport d'activité, j'indiquerai juste qu'il n'est pas soumis lui-même à évaluation. En vérité, il va servir de base au jury en amont de la passation de l'examen oral pour préparer sans doute quelques questions et pour avoir une connaissance un peu plus fine de votre profil et de vos motivations. Donc, voilà, c'est un rapport. Tout est détaillé dans la note de service numéro 219-104. Voilà, donc pour être totalement précis, et vous pouvez retrouver toutes ces indications en ligne en consultant cette note. Je ne sais pas si nous avons la possibilité, Elisabeth, de communiquer cette information. Oui, alors on va, après le webinaire, on va transmettre, enfin, on va vous envoyer un message avec le support de présentation et puis des liens utiles. Donc, on peut tout à fait inclure ces notes de service en lien de ce message-là. Voilà, Donc, ce sera c'est envoyé parfait. à la suite du webinaire avec le lien également vers l'enregistrement. Cela dit, les algorithmes de Google et consorts Oui. hein, sont très performants et permettent sans mal de retrouver tous ces documents. Ce qui nous... On peut maintenant évoquer peut-être l'examen oral. L'examen oral qui se compose de deux parties. Une première partie qui dure 10 minutes, durant laquelle le candidat fait état justement de ses motivations. Et il s'agit en fait un petit peu d'une redite, si je puis dire, du parcours qui avait été détaillé dans l'exposé et éventuellement qui peut être complété parce que parfois il y a des candidatures qui évoluent et il y a des profils aussi qui évoluent entre le moment de l'inscription et le moment de la passation, hein. Il y a quelques mois qui s'écoulent entre et donc un parcours peut tout à fait s'enrichir de choses dont on ne pouvait pas faire état dans le rapport, hein. Voilà. Donc, c'est une première partie qui, comme je l'ai dit, dure 10 minutes. Et cette partie se fait en... Alors, il peut y avoir comment dire, des différences hein, selon les académies, mais disons que si l'on se réfère au texte stricto sensu, il est prévu que ce soit en langue française, bien que parfois cela n'exclut pas que certaines académies tolèrent une présentation en langue étrangère. Mais disons que la note de service est ainsi formulée pour prévoir la passation enfin, cette première partie en français. Cette première partie donc de 10 minutes est suivie d'une deuxième partie qui constitue un entretien entre les membres du jury et le candidat. Alors cette partie sera majoritairement en langue vivante étrangère. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ne dit-on pas, tiens, la première partie serait sans doute plus judicieux qu'elle ait lieu en langue, en langue étrangère et puis qu'on passe à l'entretien en langue française? Alors une réponse évidente sans doute à cela, c'est-à-dire qu'on peut très bien apprendre une présentation par cœur et dès lors qu'arrive le moment de l'interaction, être parfaitement incapable justement d'échanger avec le jury. Donc c'est aussi pour le candidat l'occasion durant l'entretien de faire preuve de ses compétences linguistiques. Nous avons indiqué plutôt que le niveau minimum hein, était le niveau B2. Alors pour dédramatiser également et pour montrer que ce niveau est tout à fait à la portée hein, d'un grand nombre de collègues, le niveau B2 est celui qui est visé en classe de terminale, en fin de classe de terminale. Donc voilà, donc c'est pas non plus un niveau qui est qui s'approche du bilinguisme, hein, loin s'en faut, évidemment. Que vous dire d'autre? Si, peut-être sans doute ce qui vous intéressera de savoir, c'est la constitution du jury, hein. Alors, bien évidemment, les jurys sont tout à fait compétents pour apprécier et le niveau linguistique et la réflexion pédagogique et didactique hein, de la prestation.
Pour le second degré, il s'agit très généralement d'un IPR de la langue concernée, hein, et également d'autres IPR de la discipline non linguistique pour laquelle le candidat se présente. Alors quand je dis IAIPR, ça peut être également des chargés de mission, hein, qui sont tout à fait habilités et aptes à apporter cette évaluation. Et pour le premier degré, alors avec Sandra, nous avons un peu confronté nos expériences et en fait, force est de constater qu'elles se recoupent, hein, puisque le jury est classiquement composé d'un IAIPR, donc de la langue présentée, voire d'un chargé de mission d'aide à l'inspection et d'un IEN chargé des langues vivantes et ou d'un conseiller pédagogique départemental voilà, qui se spécialiserait dans les langues vivantes. Sandra, c'est bien exact? Oui, c'est globalement, mais on peut avoir des expériences diverses en fonction des académies et surtout certaines fois par rapport aux langues vivantes, hein. Mais de mon expérience et ce que j'ai pu voir, c'est effectivement, il y a toujours un linguiste et il y aura ensuite finalement quelqu'un qui apportera l'expertise didactique et pédagogique, hein, en lien avec les langues et en lien également avec la discipline, hein, qui peut être choisie. Donc, effectivement. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette épreuve, hein, en tant que telle. J'ajouterais peut-être pour terminer sur ce sujet que l'entretien est évidemment l'occasion de tester non seulement, comme je l'ai dit, hein, les compétences linguistiques du candidat, mais également sa réflexion pédagogique et didactique, hein, par rapport à l'enseignement d'une matière en langue. Alors, il va bien falloir distinguer que un candidat à la certification complémentaire, c'est pour enseigner en langue et pas enseigner la langue. C'est un petit peu différent, hein. C'est un petit peu différent, mais fondamental en même temps comme distinction. Et voilà, je crois que c'était la précision que je voulais apporter. Peut-être une petite précision également pour rassurer au niveau du premier degré, à savoir que dans le premier degré, nous avons cette polyvalence, contrairement à un enseignant du second degré qui est un expert dans sa discipline, hein, nous sommes polyvalents et nous avons donc des expertises multiples. Ce qui veut dire qu'on ne va peut-être pas atteindre le même niveau d'expertise sur la didactique d'une discipline particulière, hein, qui ne va pas être peut-être à la même hauteur ou en termes d'attendu d'exigence, hein, entre le premier degré et le second degré. Ce qui ne veut pas dire non plus que, effectivement, on sera pas, on attendra quand même du candidat, hein, lorsqu'il va nous présenter une séquence, par exemple, que ce soit une séquence en tout cas avec des apports solides. Donc voilà, ce qui nous amène au deuxième point. Pardon, au dernier point. Justement, Sandra, Oui. ce qui me fait penser que j'ai omis de dire, c'est que lors de l'inscription pour le premier degré, les candidats doivent déterminer quelle discipline linguistique ils souhaitent présenter. C'est peut-être les arts, les mathématiques, je crois, hein, c'est ça, l'histoire géo. Voilà, donc il y a cette précision-là qui est demandée lors de l'inscription, ce qui n'empêche pas, ce qui ne réduit pas en fait la présentation du candidat, en tout cas pour l'académie que je représente, hein, ce qui n'empêche pas que le candidat puisse explorer d'autres pistes, évidemment, que le simple champ disciplinaire sur lequel il s'est déterminé. Dans tous les cas, et comme ça nous allons passer peut-être au dernier point, hein. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est que chaque année, les académies, je pense que l'ensemble des académies rédigent des rapports en fait suite à la session de certification. Et ces rapports sont vraiment des mines en fait en termes de conseils, en termes de comment procéder, quels sont voilà, les meilleurs apports possibles à mettre en avant et puis surtout peut-être ce qui est à éviter. Ça en termes donc de préparation, puisque nous savons, hein, souvent, et on accompagne aussi les collègues, hein, qui souhaitent se présenter en ce sens pour les rassurer. Alors, en termes de préparation, il y a deux parties, hein. C'est la diapositive suivante, Elisabeth, pardon. Oui, En fait, voilà, ce serait. j'avais compilé les deux diapositives en une. Voilà.
Mais tous les points ont été Tous les évoqués. points, exactement. Donc, d'un point de vue linguistique, alors il existe plusieurs façons de se préparer. C'est vrai qu'en fonction des académies ou des expériences que Manuel ou moi-même allons pouvoir vous apporter selon nos académies, elles ne vont pas être forcément les mêmes, hein. Il peut exister effectivement, hein, dans certaines académies, que ce soit des stages de perfectionnement, hein, de perfectionnement linguistique. Cela existe, nous l'avons vu. Il peut y avoir également, pour le premier degré, dans le cadre des plans départementaux de formation, ces propositions-là qui sont également faites. Euh, Quoi qu'il en soit, ce qu'avec Manuel, on va vous proposer, hein, c'est de pouvoir aussi vous rapprocher d'enseignants ou de conseillers pédagogiques langue vivante, que ce soit donc dans le premier degré ou de formateurs académiques dans le second degré, qui peuvent aussi vous accompagner et, et notamment sur ces questions-là. Il y a également comme France Éducation Internationale, hein, qui organise des supports. Et je crois que là, ils ont organisé des webinaires cette année et qui permettent également, hein, de remettre un petit peu à niveau ces compétences langagières, hein, et qui peuvent être vraiment utiles. Et D'ailleurs, puis, pardon Sandra. vas-y, vas-y. D'ailleurs, ce qui me fait penser à que France Éducation Internationale propose également des stages de perfectionnement linguistique à l'étranger cette fois-ci, alors que ce que vous pourrez trouver en académie, eh bien, relèvera souvent du plan académique de Plan formation, académique. voilà, que vous pourrez qui est évidemment à consultation par chacun. Et peut-être Peut-être qu'on indiquer pourra aussi. transmettre justement Oui. les coordonnées, enfin en tout cas le lien pour France Éducation et avec ce qu'ils proposent, peut-être que ça sera quelque chose d'intéressant que l'on pourra faire parvenir par ton biais, On, Elisabeth. on le fera parvenir par message, par mail. Et puis peut-être que vous, Muriel, vous pouvez partager aussi le lien dans le chat, où il y a également un certain nombre de questions que je vous poserai à la suite. D'accord. Je te Manuel, laisse pardon, je poursuivre, te Sandra, recède. si tu le Non, non, souhaites. ça y est, j'allais te dire, je te cède, je te recède la parole. Oui, donc une préparation qui peut vraiment être très profitable pour la préparation du volet didactique et pédagogique, c'est comme l'a évoqué Sandra brièvement, de se rapprocher d'enseignants chevronnés, justement, dans ces aspects d'enseignement en langue vivante étrangère. Vous avez sans doute un établissement euh, de- qui soit proche de votre lieu d'exercice ou d'affectation, qui ait cette coloration justement en parcours linguistique. Et voilà, si c'est possible, vous pouvez essayer d'entrer en relation avec eux pour échanger, ça serait déjà une approche très profitable, mais également, si bien sûr tout le monde en est d'accord, pourquoi pas participer à une séance, hein, voir un petit peu les enjeux que cela représente en termes de mise en œuvre et également en amont, en termes de conception d'un scénario pédagogique où il est question d'enseigner en langue vivante étrangère. Donc ça peut permettre de se rendre compte eh bien des enjeux hein, qui sont multiples, hein, qui vont la mise en activité des élèves, de leur réaction et également de la communication. Mais bien sûr, je ne suis pas exhaustif hein, sur ces aspects-là, là, tout de suite. Donc, ça peut être très intéressant. Pourquoi pas, puisque les textes officiels encouragent à le faire, hein, à la suite, comme on l'a dit tout à l'heure, du plan langue, pourquoi ne pas tester soi-même une petite activité qui peut être 5 minutes hein, ou 10 minutes hein, dans son cours à soi pour voir, pour se rendre compte aussi des enjeux et de la difficulté éventuelle à mettre en œuvre des activités que l'on aurait soi-même conçues ou que l'on se serait appropriées, hein, puisqu'il existe bien évidemment de nombreuses ressources que l'on peut trouver, des ressources que l'on peut trouver, par exemple, sur le site d'Eduscol. On pourra vous mettre le lien dans le chat également tout à l'heure, lorsque nous aurons fini de prendre la parole. Ressources donc du site EduScol, évidemment du CELV. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le Conseil européen des langues vivantes
qui est basé en Autriche et qui propose également des ressources et voilà, des ressources très utiles pour nourrir sa réflexion didactique et pédagogique. Et puis peut-être qu'un dernier point pourrait vous encourager à consulter les rapports des jurys des dernières sessions voilà, qui sont toujours très riches d'enseignements et d'indications et qui vous donneront des conseils pour éviter aussi les choses trappes auxquelles il peut y avoir dans tout examen. Juste dire un dernier point, lorsqu'effectivement on parle premier et second degré bien sûr, hein, collège, lycée, voie générale, technologique et la voie professionnelle bien sûr. Hein. Bien évidemment, hein. Voilà. Alors, il y avait deux questions qui concernaient l'éligibilité dans le chat. Il y a une enseignante qui est contractuelle et qui n'est pas en CDI et se demande si elle est éligible aussi à passer la Alors, il va certification. falloir que cette personne hein, que l'on salue, évidemment au passage, s'arme d'un tout petit peu de patience et qu'elle attende justement d'être, alors je vais utiliser un terme affreux, CDIsable, voilà, pour pouvoir prétendre s'inscrire à la certification complémentaire. D'accord. Et une autre personne qui sera en lycée français à l'étranger l'année prochaine et se demande également si elle serait éligible. Oui, 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 tout à fait. Par Ok. exemple, dans l'Académie de Grenoble, nous avons des candidats qui sont pour l'instant en détachement à l'étranger et qui vont présenter la certification complémentaire. Et pour notre part, nous allons les interroger à distance. Donc oui, il faut qu'ils prennent évidemment la tâche de la division des examens et concours de leur académie d'origine pour pouvoir bien évidemment s'inscrire et présenter l'épreuve. Chaque année, que ce soit pour le premier ou le second degré, chaque année, justement, nous avons des candidats qui sont à l'étranger et qui passent la certification. Et on propose toujours effectivement hein, en distanciel, on s'adapte aux horaires, y a pas de problème. Super. Moi, je propose qu'on passe un peu la parole à nos collègues enseignantes C'est qui, une excellente idée. et voilà, Aurélie, Lucie et Céline, enfin, sentez-vous libre aussi d'intervenir assez librement. Hein. On va passer à une partie plutôt sur la préparation, en fait, de votre point de vue. Comment vous avez vécu la préparation? Comment est-ce que vous vous êtes appuyé sur eTwinning ou pas dans votre préparation ou à la certification? Et je profite juste, il y a une question sur une présentation générale d'eTwinning. En fait, on a d'autres webinaires qui sont consacrés à ce sujet et je partagerai également les liens. Donc, on va être plutôt focus sur les pratiques croisées aujourd'hui, mais je vous enverrai les liens nécessaires pour vous informer plus généralement sur eTwinning. Donc, donc Aurélie et Lucie, notamment, il y a les sujets de préparation de votre certification. Comment est-ce que vous l'avez vécu? À la fois la préparation, l'examen. Peut-être Aurélie en Bah, du premier. coup, oui, oui, je vois que c'est moi d'abord. Bonjour à tous bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, moi, du coup, je vais parler que pour le premier degré, puisque donc, je suis directrice d'une école élémentaire, je suis déchargée de classe. Je tiens à le préciser parce que ça va avoir son importance pour montrer comme quoi même quand on n'a pas de classe, en fait, c'est possible. Euh, j'ai passé ma certification de DNL l'année dernière, donc c'est très récent. Pour moi, en fait, donc c'est ma 3e année en tant que directrice déchargée, mais j'étais avant enseignante. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon tout premier projet eTwinning en maternelle. Voilà. Donc pour moi, en fait, si vous voulez, c'était comme un cheminement et qui est pour moi assez logique. À savoir, j'ai commencé par eTwinning parce que j'ai toujours eu aussi un attrait pour les langues vivantes hein, aussi, mais pas que. Et puis, au fur et à mesure, voilà, je me suis renseignée, j'ai découvert donc cette certification. Lorsque j'ai découvert qu'elle existait, j'ai voulu m'y inscrire en effet et en même temps, j'ai inscrit mon établissement dans une démarche EMIL. Donc voilà, c'est un triptyque, si vous voulez, qui est très, très complémentaire. J'ai pu le faire
par rapport à ma position, mais en tout cas, pour revenir stricto sensu vraiment à la DNL et à cette certification, l'année dernière, moi, je me suis énormément appuyée sur mes CPD. Nous avons 3 conseillères départementales en langue vivante sur l'académie de Créteil, qui ont organisé d'ailleurs un petit webinaire pour nous permettre de vraiment avoir les détails, notamment par rapport à l'écrit, dont les IEN ont pu parler juste avant. J'ai aussi lu en effet les fameux rapports qui sont très instructifs, parce que ça permet vraiment de savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre rapport. Et puis, c'est en même temps assez personnel, puisque moi, je sais que j'ai beaucoup parlé de mon parcours. Il y a aussi une partie, la toute première partie, on présente son CV aussi. Ça permet de montrer aussi ses motivations. Pourquoi on s'inscrit dans une certification DNL, c'est jamais anodin. Et puis, évidemment, il y a toute la partie pédagogique. Et c'est là où eTwinning a été pour moi le déclencheur. C'est là où je peux faire le lien. C'est que, comme disait l'un de nos 2 IEN, en effet, en fait, la langue est un outil dans un projet eTwinning. Donc, et en plus, il y a une dimension culturelle qui est très importante. Et ce sont 2 choses que l'on retrouve dans le cadre de la certification, de cette certification DNL. C'est-à-dire que on va pas. Moi, j'ai choisi la langue anglaise et la matière, en effet, il fallait que je me positionne aussi sur une matière. Étant dans le 1er degré, j'ai choisi le sport. Alors non pas parce que c'est ma matière de prédilection, mais tout simplement parce que quand je l'ai présenté l'année dernière, nous étions en pleine préparation des Jeux Olympiques. Je travaille et j'habite d'ailleurs à Saint-Denis, qui a accueilli donc le village olympique. Et donc, j'ai engagé mon école dans toute une dynamique sur différents projets sportifs avec nos élèves, dont un projet eTwinning. Donc, pour moi, en fait, l'EPS, c'était quasi obligatoire que j'utilise cette matière pour pouvoir présenter la certification. Et il se fait que voilà, j'ai pu utiliser comme support ce projet eTwinning qui allie à la fois donc, la matière que j'avais choisie, l'EPS, la langue. C'est la langue de travail on était une dizaine de pays, était l'anglais, la langue de travail. Et donc, j'ai allié les 2. Dans le projet, il y avait différents défis sportifs et à partir de ces défis sportifs, je me suis basée là-dessus pour extraire une séquence. Donc, j'ai fait toute une séquence avec des fiches séances. Là, on a un exemple de fiche séance que j'ai pu mettre dans mon rapport écrit. Et ça a été ma base également pour présenter l'oral. Donc là, pour l'oral, par contre, j'ai pu présenter en effet des photos. Donc là, il y a un exemple de photo d'activité avec les élèves, puisque il y a besoin aussi de pouvoir montrer ce qu'on a pu faire avec les élèves lors de l'oral. Donc, en tout cas, moi, je trouve que, bon, après, vous allez dire, je ne suis pas très objective, mais pour moi, les 2 se complètent énormément, à la fois la DNL et le projet eTwinning, parce que la DNL, ensuite, il faut vraiment pouvoir la faire vivre dans son école, en tout cas en ce qui me concerne, dans mon école ou dans sa classe. Ça demande vraiment comment dirais-je, d'être mobilisé en fait sur ce sujet. Moi, je vois par exemple dans mon école, cette année, on commence à faire d'autres matières en DNL. Pareil, avec des enseignants qui sont volontaires et avec des petites choses. On commence vraiment par des petites choses. Que ce soit, par exemple, on va faire des jeux mathématiques avec des jeux de cartes, ce genre de choses, hein, pas des choses très compliquées, mais où ce sera en anglais. Il y a certains collègues qui ne sont pas toujours à l'aise et du coup, on va mixer. Il pourra y avoir quelques interventions en français, mais le principal, c'est vraiment ça sera d'utiliser les nombres en anglais. Et les enfants, sincèrement, les élèves, au début, regardent un petit peu bizarrement. Et puis, au fur et à mesure, ils s'y font très, très bien. Désormais, on passe nos consignes dans l'école en anglais.
On a des rituels de salutation en anglais. Quand j'ouvre la porte le matin, tous les élèves me disent bonjour en anglais. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une dynamique qui se met en place. Et, et je trouve que cette certification DNL, comment dirais-je, elle donne cette possibilité, cette légitimité même de pouvoir le faire. Donc, voilà, je peux que encourager à pouvoir le faire. Je ne sais pas si, je crois qu'il y a une autre diapo après où on peut voir Elisabeth. OK. Donc là, justement, là, on voit plus spécifiquement le projet eTwinning que j'ai utilisé l'année dernière. Alors, c'est un projet que j'ai fait avec plusieurs classes. Hein. Donc là, par exemple, l'activité d'avant, c'était avec des plus grands, et là, c'était avec des CP-CE1 sur des petits jeux, vraiment des petits jeux sportifs. Et toute la passation des consignes se faisait qu'en langue anglaise. Donc, les attendus étaient vraiment des attendus sportifs. Hein, c'était vraiment la matière sportive qui était visée. Et en plus, il y avait évidemment des compétences spécifiques. On avait fixé quel vocabulaire il fallait que les enfants apprennent. Enfin, comment dirais-je, il y a vraiment double objectif. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, en fait. Il y a l'objectif de la matière et un objectif aussi en langue vivante. Et puis, l'apport culturel, qui est très important dans la DNL. Ce sont d'ailleurs des questions qu'on a pu me poser, même si je ne me rappelle pas des questions précises, mais à l'oral, on cherche en effet à voir à quel point aussi vous avez du recul par rapport à cette DNL. Et donc, l'apport culturel aussi est primordial. Et en cela, eTwinning est très, très, très aidant. Puisque c'est quand même l'aspect culturel est une des bases, je trouve, des projets eTwinning. Enfin, je voudrais aussi préciser quelque chose, c'est que pour l'eTwinning, avec le lien avec la DNL, il y a vraiment, c'est vraiment une pédagogie de projet, en fait, eTwinning. Donc, c'est quelque chose pour les enseignants s'il y a des enseignants de premier degré qui sont en maternelle, comprendront tout de suite, on utilise énormément cette pédagogie de projet en maternelle. Malheureusement, un peu moins, je trouve, à l'élémentaire, dans ce que j'observe. Et je trouve qu'eTwinning, ça permet, du coup, d'utiliser un projet, d'être pluridisciplinaire, et en langue véhiculaire, d'utiliser la langue de votre choix. Hein. Donc, moi, je sais que en effet, c'était l'anglais, mais par exemple, à partir de janvier, on va faire un projet en langue allemande, parce que j'ai des habilités aussi en allemand et que j'ai une collègue qui est partante, donc on va le faire à deux. Mais vous voyez, c'est toujours la langue, c'est ce qui va me permettre de communiquer avec nos élèves et aussi avec les partenaires. Et la matière va être nourrie par le projet en lui-même. Voilà. En espérant avoir été assez exhaustive, c'est pas simple parce que c'est très vaste. Mais voilà. Et c'est possible, je le répète, même avec des petits. J'ai fait un projet eTwinning avec des petites sections sur un projet plutôt en développement durable. Et c'est possible. Vraiment, c'est possible. Alors, je ne vous dis pas que c'est toujours évident, mais ça a permis notamment à certains élèves, je ne savais même pas, qui parlaient anglais à la maison. Et ils se sont vraiment révélés. Et puis, à d'autres, ils ont appris des choses, ils ont appris à parler quelques chansons en anglais, dire quelques phrases en anglais. C'était très, très, très enrichissant et on avait fini par une grande exposition pour les parents. Et les élèves étaient fiers du haut de leurs 4 ans, quand on a fini le projet, en fin d'année, de pouvoir présenter surtout notamment des œuvres collaboratives qu'ils ont pu faire. Ça, c'est quelque chose de spécifique aussi au projet eTwinning. Ils ont pu le présenter en anglais. Croyez-moi, c'est vraiment c'est très enrichissant et ça donne envie de continuer. Voilà. Si je puis me permettre, Aurélie, oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous pourriez dire tout simplement, par exemple dans le cadre du projet Little Athletes at Work, quelles étaient les activités que vous avez, enfin une ou deux activités que vous avez fait avec les partenaires?
Avec les partenaires, alors on a eu notre principale activité, parce que c'était un projet court, hein, on l'a fait sur 6 mois. Notre principale activité, ça a été de réaliser une chorégraphie avec donc chaque classe dans les différents pays ont mis en place un petit morceau, la chorégraphie, à partir de danses traditionnelles du pays. Donc nous, on avait utilisé le French Cancan. Et donc, on a fait voilà, un mix en juxtaposant en fait chacun. Donc, c'était très. Franchement, on a bien rigolé puisqu'il y a eu beaucoup de visio avec les élèves. Et du coup, ce langage corporel a été très, très riche. Et à la fin, on a réussi à construire une chorégraphie commune que tout le monde a appris. Et on l'a présentée tous et toutes d'ailleurs dans nos fêtes d'école respectives. Super. Et donc, il y avait des partenaires de 5 pays européens et la Turquie. Et qui étaient les autres pays partenaires? Alors, les autres pays partenaires, que je dise pas de bêtises, parce qu'à Oh, force bon, d'en c'est faire. tout. Hop. Alors, il y avait, je me rappelle qu'il y avait, non, c'est cette année l'Espagne. Il me semble qu'il y avait une école en Pologne, une école en Roumanie. Parce que normalement, en fait, sur le. Que je vous dise pas de bêtises. Donc, on était 2 écoles françaises. Donc, il y avait une école à Nantes et puis donc notre école à Saint-Denis. Et il y avait une école au Portugal aussi. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs écoles turques. C'est vrai que les écoles, les collègues turcs sont très, très, très présents sur la plateforme eTwinning parce que ça fait partie de leur cursus. Hein. On a vraiment une approche qui est très, très, très différente. Et je crois que c'est à peu près tout, que je ne me trompe pas. Non, c'est parfait. Et ça permet de voir un petit peu ce qui a été fait. Et je vois aussi, vous avez une collègue en maternelle aussi dans le chat qui sur plus la démarche de projet e-tuning avec les tout petits. Peut-être que Lucie, vous pourriez partager un petit peu votre expérience à vous. Alors, Pardon. c'était la diapo précédente. Attends. Hop. Ouais. Et Ah, ouais. celle-là, Non, c'était celle-là. trop. Ouais. Ah oui, parce qu'en effet, c'est vrai que je suis désolée, j'avais oublié que j'avais encore une Ouais, mais diapositive. vous l'avez déjà abordé en fait. Oui, ça c'est la suite, c'est cette année, mais je pourrais en parler plus s'il Peut-être y à a la des fin, on questions. pourrait revenir. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis enseignante de PS dans un collège dans l'Académie de Nantes. J'ai obtenu ma DNL en 2020, donc moi, ça remonte un peu plus. J'ai eu la chance de bénéficier d'un aménagement particulier qui m'a permis de passer cette DNL de manière très confortable. Donc, en fait, en 2018-2019, j'ai observé mon collègue de PS qui avait une DNL en espagnol, lui. Et j'ai trouvé ça très intéressant de passer par le corps pour pouvoir parler une langue étrangère. Je trouvais que ça facilitait les échanges et ça facilitait aussi l'apprentissage. Donc, je me suis intéressée à la question et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Mais je doutais un peu de mes capacités en anglais et j'avais besoin d'être rassurée. Donc, j'en ai pas mal discuté autour de moi et j'en ai discuté aussi avec mon chef d'établissement qui, l'année suivante, a mis en place un système particulier. En fait, j'avais mon collègue d'anglais qui venait 1 heure par semaine avec moi en EPS. Et donc, du coup, on faisait de la co-animation pendant 1 heure, EPS en anglais. Donc, ça m'a permis de me rassurer, de voir que mon niveau en anglais était quand même assez satisfaisant et que je pouvais prétendre à passer cette DNL. Donc, on a beaucoup travaillé en EPS autour de l'échauffement, parce que c'était du vocabulaire facile à apprendre pour les élèves. C'était aussi un moment facile pour eux d'échanger en anglais. J'ai lu tout à l'heure dans le chat que certains se posent la question est-ce qu'ils répondent en anglais? Alors voilà, c'est une des grosses difficultés. Il faut trouver des activités où ils puissent échanger de manière naturelle en anglais, parce que c'est pas du tout naturel de répondre en anglais.
Donc voilà. C'est vrai que cette mise en place d'1 heure par semaine, bah, ça m'a vraiment permis de construire quelque chose de solide. Quand je suis arrivée le jour de l'examen, bah, j'étais un peu stressée, mais j'étais aussi rassurée parce que je savais que derrière, j'avais des choses à raconter. J'avais déjà fait beaucoup de choses. Et puis, cette même année, avec mon collègue, on a mis en place un projet e-twinning pour pouvoir continuer à développer l'EPS et l'anglais. Donc, Elisabeth, c'est la diapo suivante, s'il te plaît. Ce projet, il s'appelait Healthy Body. C'était donc autour d'un esprit sain dans un corps sain. On était juste autour du confinement, donc ça s'est mis en route juste après. On s'est rendu compte que les élèves n'avaient pas eu d'activité sportive pendant tout ce temps-là. Donc, on a mis en place le challenge de 10 000 pas par jour avec un collègue espagnol et un collègue tchèque. On a fait donc tout un projet e-twinning sur l'année et on a eu 2 gros temps dans l'année. Le premier, c'était la semaine de la marche. Donc, chaque collège essayait de faire le plus grand nombre de pas. Donc, on a cumulé les pas de tous les élèves et de tous les professeurs et de tous les adultes du collège pour avoir un total et donc essayer de se challenger autour de ça. Et puis, le deuxième temps, c'était la semaine européenne du sport, où là, on a essayé, en cumulant le nombre de pas de tous les élèves et de toutes les personnes des collèges, de rallier la Flèche, parce que c'est là où j'enseigne, la Flèche à la ville de Trignac en République tchèque et à la ville de Barcelone en Espagne, pour essayer de voir si on était capable de relier les 3 pays. Donc, ça a été un projet qui a très, très bien marché et qui a permis de mettre un peu de souffle nouveau dans le collège, et ça a été un vrai moteur pour pouvoir lancer d'autres projets ensuite. Voilà, ma diapo suivante, c'est plutôt sur l'après, donc je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite ou pas. Ouais, voilà. Vas-y. OK. Donc, cette mise en place et cette obtention de DNL, ça a vraiment créé une dynamique au sein du collège. On a réussi à ouvrir une classe LC en 4e et en 3e. On a commencé à travailler en collaboration avec l'école Émile du secteur. On a créé d'autres projets e-twinning avec d'autres matières. Les professeurs d'espagnol s'y sont mis également, les professeurs d'italien. J'ai des collègues qui ont passé leur certification à leur tour. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment un moteur pour les élèves qui sont très motivés pour ce genre de projet, pour parler avec d'autres adolescents d'autres pays, avec le support de la langue anglaise ou espagnol ou italien. Ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Et ça nous a permis comme les logos le montrent à côté, là, d'obtenir plein de labels et de mettre en place une accréditation Erasmus qu'on a obtenue dans la foulée. Donc, voilà, c'est vraiment moteur d'une grosse dynamique au sein de mon établissement. C'est excellent. Et en fait, autant Aurélie que toi, Lucie, vous avez mis en avant le fait que cette activité e-tuning et la certification ensemble créent une dynamique en fait au-delà de l'enseignant qui lance en fait pour sa propre activité cette démarche. Et donc c'est vrai que cet effet boule de neige, c'est assez récurrent, c'est quelque chose qu'on entend très souvent et c'est vrai que plus largement dans e-tuning, puisque ça engage souvent des projets interdisciplinaires, ça permet d'embarquer d'autres collègues, ça permet aussi d'initier des partenariats souvent plus solides avec des établissements, des écoles à l'étranger, avant d'envisager un partenariat avec une mobilité, une accréditation, parce que du coup, on connaît bien nos partenaires, on a l'habitude de travailler ensemble et ça permet aussi de travailler plus confortablement une fois qu'on a envie d'aller sur cette mobilité physique. Je me permets, il y a une question peut-être pour nos collègues inspecteurs sur la différence entre la DNL et l'EMIL.
sais pas si Sandra ou Oui, j'ai Marianne. Ouais. répondu, en fait, j'ai répondu dans le chat. J'ai vu aussi cette question passer, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence, hein. En vérité, les deux se traduisent par CLIL en anglais. Donc, c'est pas. Disons que nous faisons la distinction dans le système scolaire français avec l'EMIL que traditionnellement on associe au premier degré, mais ce qui est un peu inexact puisque les parcours, selon les académies où l'on se situe, mais les parcours se poursuivent ensuite dans le second degré. Et DNL, on a l'habitude d'utiliser ce terme pour le second degré. Voilà un petit peu la distinction. Mais fondamentalement, la didactique et la pédagogie reposent sur les mêmes fondements. Juste peut-être rajouter que une des différences qu'il y aura effectivement, hein, c'est que les émiles dans le premier degré vont préparer pour qu'ensuite dans le second degré, les élèves puissent, ou même dès le cycle 3, hein, lorsqu'on n'est pas sur des enseignements bilingues en fait, hein, c'est la différence, hein, mais que l'on puisse aller vers des cours en langue vivante, hein. On enseigne une discipline par le biais d'une langue vivante étrangère. Donc, alors que dans le premier degré, on va l'intégrer progressivement et où l'enseignement quand même sera quand même prioritaire par rapport à l'enseignement de la langue vivante. C'est juste une question de comment on va l'intégrer au fur et à mesure. Je lisais tout à l'heure une collègue, effectivement, hein, on a souvent tendance, notamment dans le premier degré, pour débuter les émiles par l'EPS, par l'enseignement artistique et culturel, hein. Souvent, on intègre par la suite les mathématiques, notamment le calcul mental, hein, qui est vraiment dans cette perspective actionnelle et dans cette pédagogie du projet. Voilà, on dit pour faire et qui donne tout son sens en fait à la langue vivante à ce moment-là. Donc, globalement, il n'y a pas de différence, si ce n'est que, mais comme pour toutes les autres disciplines, en fait, hein, c'est l'une va mettre les fondations, en fait, pour ensuite pouvoir enseigner en langue vivante et pouvoir apprendre en langue vivante, en fait. Parfait, merci beaucoup. Dans notre logique de développer un petit peu la progression de la découverte de la certification, la préparation, il y a aussi, une fois qu'on est certifié, qu'est-ce qu'on fait en fait de cette certification et comment e-tuning peut jouer un rôle. Donc peut-être Céline, si tu veux euh, parler un peu de ton expérience, et puis c'est vrai aussi que Lucie et Aurélie, si vous voulez réintervenir, mais Céline Gechter, qui est en histoire géo en lycée. Oui, bonjour, je suis au lycée Condorcet à Belfort et donc un lycée qui est déjà très axé sur l'international. Donc moi j'ai passé ma certification il y a longtemps parce qu'elle date de 2014, ma certification. Et donc moi j'ai un peu le parcours inverse, c'est-à-dire j'ai commencé par un projet Comenius dans le collège dans lequel j'enseignais alors. Et ce projet Comenius avec des cinquièmes sur le développement durable, on nous a demandé comment évaluer l'effet de ce projet Comenius sur nos élèves et sur l'enseignement. Et donc, avec les collègues, on s'était un peu lancé le défi de passer la certification à la fin pour justement attester que ça avait bien un effet sur nos pratiques pédagogiques, sur notre niveau de langue, etc. Alors j'avais eu un accompagnement parce qu'on nous avait proposé des stages de langue dans l'académie, donc on a été accompagné aussi par notre académie là-dedans. Et donc à la fin du projet, on était deux, une collègue de PS et moi, et on a donc passé notre certification qu'on a eue. Et ça m'a permis d'être contactée par mon inspecteur de l'époque qui m'a proposé d'aller enseigner en section européenne anglais parce qu'il cherchait dans le lycée justement à côté un enseignant en histoire-géographie en anglais. Donc voilà, du coup, voilà, ça a été une chance pour moi de pouvoir changer un peu de carrière, de changer un peu de type d'enseignement. Et donc, voilà, sauf que quand je suis arrivée avec mes sections européennes, la première année, voilà, j'ai fait mes cours en anglais, etc. Et puis j'avais une petite frustration par rapport à mon projet Comenius, parce que je m'étais dit quand même que il y avait des échanges que mes élèves de cinquième étaient capables de faire, que là, mes élèves, même en terminale, ne pouvaient pas faire. Et en fait, en discutant un peu avec mes collègues, alors j'avais la chance en plus d'avoir une collègue très dynamique et qui m'a parlé d'e-twinning à ce moment-là.
Et voilà, et donc je me suis dit, bah voilà, on va essayer. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment ce qui me manquait à mon enseignement, c'est-à-dire l'interaction, l'authenticité, le fait que, ben oui, je leur parlais en anglais, mais en fait, c'est parce que ça les intéressait et c'était des élèves très motivés. Mais en même temps, il n'y avait pas de raison particulière pour lesquelles je leur parlerais en anglais. Et là, d'un seul coup, il y avait une raison, il y avait de l'authenticité, il y avait vraiment une expérience qui était commune et qui faisait que, en fait, tout ça s'imbriquait bien et que tout se justifiait. Alors ça, c'était ma première, voilà, c'était vraiment ma première motivation, c'était les mettre dans un contexte de communication authentique, qui soit positif parce qu'en plus, les échanges qu'on peut avoir, eh ben, c'est avec des adolescents et donc forcément, ben, c'est plutôt sympathique et drôle de discuter avec des adolescents du même âge qui ont les mêmes problématiques, etc. Donc là, je vous ai mis des images du tout dernier projet que je suis en train de faire avec ma classe de première, enfin un de mes groupes de première. En fait, le projet, il est sur finalement la connaissance de soi et la connaissance des autres. Ça permet de construire une citoyenneté en commun. Donc ça, c'est notre thématique de l'année. Et tous les mois, on a une visio entre les élèves de tous les établissements. Alors c'est chapeauté par mon collègue qui est espagnol, mais on a des élèves qui viennent de Turquie, qui viennent de Roumanie, d'Allemagne, d'Italie. C'est un projet avec beaucoup de, de partenaires. Et en fait, cette vidéo qu'on a un peu ritualisée comme ça tous les mois, c'est à chaque fois des élèves qui témoignent de ce qu'ils ont fait pendant les cours pour préparer justement les activités du mois. Et puis, il y a toujours un petit jeu. Alors là, je vous ai mis le Wootlap où on a fini par mettre les mots en commun. On a fait un nuage de mots en commun justement sur le voyage, parce que c'était le thème du mois dernier. Le thème de ce mois-ci, c'est la culture culinaire et donc en quoi finalement les échanges autour du repas, c'est quelque chose d'important. Et finalement, on a une visio demain, donc je ne pouvais pas vous mettre les images, mais j'espère que ça va être savoureux comme échange parce que mes élèves, ils ont préparé plein de choses, ils veulent échanger. Et donc, voilà, ça permet vraiment d'être dans une communication et de travailler des choses bah, qui sont pas forcément les programmes stricto sensus, mais qui en fait sont en lien avec nos programmes, là en l'occurrence de géographie, parce que évidemment, je suis en train de regarder avec eux pourquoi finalement nos plats, ils sont pas tout à fait les mêmes quand on est en Turquie ou en France. Et donc là, on est en train de tirer un petit peu les fils pour revenir jusqu'à la géographie et de l'agriculture. La deuxième raison, donc, on va pouvoir passer à la diapo d'après. La deuxième raison pour laquelle je trouve que les projets e-twinning, ils sont vraiment très intéressants pour nos élèves, c'est qu'évidemment, ça crée des liens. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ça permet d'aller plus loin dans les échanges. En fait, dans un premier temps, on sait que en anglais, c'est compliqué de créer des vrais échanges entre un établissement anglophone et un établissement français. Enfin, c'est toujours assez compliqué. Et le e-twinning nous a permis de créer des liens avec, on a tout un réseau d'établissements dans presque toute l'Europe avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et en fait, les collègues avec lesquels on a fait des projets e-twinning qui ont très bien marché, et ben en fait, c'est des collègues avec lesquels maintenant on monte des projets Erasmus, avec lesquels on a signé des accords de partenariat. Et donc, ça permet d'avoir vraiment des échanges sur le long terme. On arrive à faire des projets sur le long terme. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour notre établissement. On voulait mettre en place une dynamique internationale dans l'établissement. Et ben, ça permet, par exemple, à ma collègue qui enseigne en ESABAC, on a réussi à lui trouver un partenaire pour son ESABAC cette année parce qu'on avait des échanges qui avaient commencé sur eTwinning, qui s'étaient matérialisés dans un projet Erasmus l'année dernière. Et puis cette année, c'est les ESABAC qui les ont reçus dans un programme d'échange. Donc on se dit que eTwinning, ça permet de développer en fait des liens, des réseaux dans toute l'Europe. Et ça, c'est très intéressant pour nos élèves, d'autant plus que nos élèves, quand on les fait communiquer sur eTwinning ou lors d'Erasmus, je ne vous cache pas qu'il y en a un paquet qui garde des liens avec les élèves avec lesquels ils ont été en contact. Et ça, c'est vraiment quelque chose de
d'extrêmement positif pour nos élèves parce que ces liens, ils les gardent, y compris très très longtemps après. On a des élèves qui reviennent pour nous expliquer où ils en sont dans le supérieur et ils nous expliquent qu'ils communiquent toujours avec, enfin, j'ai une élève en tête qui communique toujours avec sa correspondante roumaine et elles sont toujours en lien et elles discutent toujours et ça, enfin, c'est irremplaçable, quoi. Et donc, la raison suivante pour laquelle je trouve que enfin, voilà, les projets e-twinning sont vraiment favorables à mon enseignement de DNL, c'est parce que, évidemment, on a accès à la culture. Donc, ça, c'est la diapo suivante. Euh, la- c'est juste à celle-là. En fait, ça permet d'avoir un accès à la culture des autres. Alors, ça, c'est assez. Non, c'est encore avant. Celle-là, c'est encore avant. Celle-là, c'est celle sur la géographie. Voilà, parfait. En fait, ça permet d'accéder à la culture des autres auxquelles on n'a pas forcément accès aussi facilement que ça. Et donc là, je vous ai pris des images d'un projet qui s'appelait Ties et qui était pour des DNL premières. Et en fait, là, c'est une activité que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est que ça les a obligés à réfléchir à leur propre culture, en fait. Ils sont allés voir un musée que je dois bien vous avouer, qu'ils ne connaissaient pas très bien. C'est un musée d'art moderne qu'on a à Belfort. C'est un très petit musée, mais avec une collection qui est extrêmement riche, mais dont ils avaient une connaissance très lointaine, en fait, parce que, bah, évidemment, c'est un musée, c'est à Belfort. Bon, nos élèves, ils n'ont pas une image très positive de leur ville. Ils s'imaginent que c'est une petite ville perdue de province et qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à y faire. Et donc, on les a amenés dans ce musée, on les a obligés à se questionner sur ce musée, et parce qu'ils devaient transmettre en fait ce musée aux autres, et les autres devaient faire la même chose, c'est-à-dire trouver un petit musée qu'ils connaissaient pas bien dans leur propre ville, et après ils échangeaient en fait sur le musée. Et donc, sur cette visite, en fait, on s'est rendu compte que nos projets e-twinning intégrés dans la DNL, ça permettait de travailler la culture, mais pas seulement celle des autres, aussi la sienne, et que parfois, bah, confronter sa culture à celle des autres, bah, ça pouvait être extrêmement intéressant et extrêmement productif pour nos élèves. Et donc, bah, ils ont fait plein de choses. Ils ont lu des short stories. Ils ont mené des discussions à partir de tout ça. Mais vraiment, ce retour à sa propre culture et comment est-ce qu'on transmet sa propre culture et qu'est-ce qu'on donne à voir aux autres de sa propre culture, pour la professeure d'histoire-géographie que je suis, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et ça les obligeait aussi ben, à réfléchir à qui ils sont. Euh, je suis aussi professeure de géographie et pas que d'histoire. Et donc, c'est pour ça que sur la diapo suivante, je vous ai montré qu'il y avait des activités un peu rigolotes à faire. Alors ça, c'est une activité que je mène sur eTwinning. Alors, c'est dans le cadre d'un projet BESCAL, c'est-à-dire on a un accord entre l'Académie de Besançon et la ville de Calgary. Et sur eTwinning, on a décidé de mettre tous nos échanges sur eTwinning parce qu'on trouvait que c'était important qu'on ait un lieu sécurisé où on pouvait avoir vraiment des échanges. Et vraiment, enfin, moi, je me suis fait plaisir parce que je voulais vraiment travailler sur de la géographie sensible, c'est-à-dire quelle est la perception de l'espace que nos élèves ont. Et c'était une façon aussi de se présenter. Donc ça, c'est une activité de présentation, en fait. C'était juste après la petite activité traditionnelle de présentation. Et là, on présentait la ville de façon un peu différente. Là, donc, du coup, on a utilisé un bête outil qui est Padlet, qui permet de localiser. Et donc, ça permettait à chaque élève de présenter la partie de la ville qu'il préfère. Alors, évidemment, il y a eu un élève charmant qui a présenté le CLI du lycée parce que c'est son endroit préféré sur Terre. Mais enfin, il y en a beaucoup enfin, qui ont présenté des endroits où ils aimaient bien manger, le bowling, enfin voilà, doit avoir la patinoire. Et de l'autre côté, à Calgary, ils ont fait la même chose. Et cette activité, elle a permis, elle a servi de support à des échanges. En fait, après, on les avait mis en groupe et chaque groupe avait un lien de visio et ça leur permettait comme ça de faire des échanges et de discuter sur ah tiens, moi j'ai regardé ta carte, j'ai vu que tu avais mis le bowling, etc. Comment c'est le bowling, etc. Et inversement. Et donc, même chose, ça permettait de faire de la géographie, comment l'espace est vécu. Mais en même temps de susciter les échanges et des échanges en langue anglaise parce que bah, nos collègues de Calgary, bon, ils travaillent l'anglais, mais le niveau de nos élèves en anglais était bien meilleur et donc ils sont très très vite passés à l'anglais. Et donc ces échanges, encore une fois, ça permet d'avoir des échanges authentiques, mais en même temps de travailler des concepts ils se sont rendus compte
en fait, l'espace n'était pas du tout vécu de la même façon à Calgary, que les grandes tours du centre-ville n'étaient pas du tout, on ne trouvait pas ça du tout à Belfort, par exemple. Et donc voilà, on travaille de la géographie, on reprend ça derrière, mais n'empêche que l'activité sur eTwinning, ça permet de créer du lien, de faire de la cartographie, de la géographie, et en même temps de faire ça à côté. La dernière partie, évidemment, c'est que je suis prof d'éducation civique. Et donc, évidemment, la citoyenneté européenne, ça fait partie des éléments qu'on travaille avec nos élèves. Et donc, cette partie-là, elle semble pas forcément simple à faire parce que la citoyenneté européenne, c'est quelque chose qui paraît lointain, pas très concret en fait pour nos élèves. Et je dois bien vous avouer que eTwinning, ça nous permet de développer cette citoyenneté par les échanges, mais aussi par le partage d'expériences, par les discussions. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est un projet qu'on a fait l'année dernière. C'est la même chose, c'était des premières qui échangeaient avec. Alors là, pareil, c'était un gros projet. On avait une dizaine d'établissements, moitié en Turquie et puis les autres en Italie, en Roumanie et en France. Et donc, l'objectif, c'était de créer, même chose, des moments en commun, parce qu'on s'était rendu compte que alors, nos élèves avaient tous le même âge, hein, c'était tous des lycéens entre 16 et 17 ans, et on s'était rendu compte que nos élèves avaient un problème de gestion du stress, et que être confronté à des examens, se faire face aux procédés d'orientation, etc. Enfin, voilà, c'était des choses qui partageaient. Et donc, l'objectif du projet, c'était qu'ils s'échangent des trucs et astuces pour bah, comment gérer son stress, comment essayer de faire en sorte que on vive mieux les choses. Et donc, du coup, on a créé des moments forts comme ça, où même chose, ils s'échangeaient des trucs et astuces. Et la cérémonie de certification à la fin, même chose, on a voulu organiser quelque chose d'un peu solennel, à peu près au même moment. Alors, c'était toujours dans la même semaine. Normalement, on a réussi à tenir en 3 jours. Et on a pris les photographies des élèves qui recevaient leur diplôme, etc. Voilà, il y a eu des échanges, y compris sur la cérémonie de certification, où les élèves se rendaient compte finalement que c'était important, que les autres avaient vécu la même chose et que finalement ces échanges, ils aboutissaient quand même sur quelque chose d'un peu formel et qu'il y avait un partage qui était mis en place autour de ça. Et donc, l'idée de développer l'autonomie, la responsabilité, ça a l'air simple au lycée, mais c'est pas si simple en fait. On a des élèves qui sont encore euh, euh, très scolaire, c'est-à-dire qu'ils attendent des consignes, etc. Et donc, eTwinning, ça permet de travailler cette citoyenneté dans le sens où on les responsabilise, on leur donne un travail à faire qu'ils ont à faire en un temps limité. Et donc, cette responsabilisation, elle passe aussi par ces moments de citoyenneté partagée, en fait. Euh, pour les effets dans mon établissement, alors c'est un établissement qui était déjà très tourné vers l'international, mais j'ai la chance d'avoir dans mon établissement une ambassadrice eTwinning, alors qui est maintenant en retraite, mais qui a essayé de me mobiliser moi. Donc, bon, voilà, elle m'a montré, elle m'a initié un peu à eTwinning. Et puis, j'essaye de passer un petit peu le flambeau. Alors, j'ai déjà 2 collègues qui sont dans eTwinning. Une qui est partie dans un lycée pas très loin à Lure, qui continue à mener des projets eTwinning. Et donc, voilà, j'essaye vraiment de continuer à passer le flambeau à mes collègues autour. Et en tout cas, l'idée d'internationaliser notre enseignement et de transmettre au travers de la DNL ces différents aspects, c'est quelque chose qu'on essaye de faire passer, en fait. Donc, je voulais juste rajouter une petite chose, c'est pour les collègues qui veulent des détails sur les différents projets, les différentes activités. Il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, je partage sans aucun problème. On peut inclure ton adresse mail si tu souhaites dans l'envoi. Pas de souci. Ouais. Alors, enfin, ce sont de super exemples. Merci. Tu as bien développé les aspects plutôt e-tuning. Donc, j'espère que ça répond au moins en partie aux collègues qui étaient là plutôt pour l'aspect comment est-ce qu'on fait du e-tuning une fois qu'on est certifié DNL. Moi, je voulais juste partager deux réflexions que je me faisais en vous écoutant toutes les trois. D'une part, que c'est vraiment super de voir la continuité du parcours possible entre la maternelle, l'élémentaire, le collège et le lycée, qu'on a une représentation assez chouette de ce qu'on peut faire et qui est assez vaste.
Et d'autre part, je voulais rebondir sur ta remarque sur le réseau d'établissements que vous avez construit au fil du temps. C'est vrai que eTwinning, quand on démarre, il y a une grosse marche à passer et on a pour ça un réseau d'enseignants ambassadeurs dans toutes les académies, un correspondant eTwinning, un réseau Canopé dans toutes les académies aussi, et le Bureau national pour accompagner les enseignants qui veulent se former, qui ont besoin d'aide pour leur inscription, pour la recherche de partenaires, pour la réflexion sur le premier projet. Donc, il y a tout un réseau de soutien. Mais une fois on a passé ce cap-là, c'est vrai qu'on peut construire de vraies relations professionnelles avec des collègues qui sont de véritables collègues dans d'autres pays. On parle des partenaires de projet, mais au fil du temps, bah, je l'entends aussi dans ton témoignage, Céline, que en fait, tu travailles souvent avec les mêmes. Et donc, en fait, on retrouve les mêmes personnes d'année en année, et ce sont des collègues. Donc ça, d'une part, c'est très, très chouette sur le plan professionnel et sur l'ouverture. Pour le bénéfice pour les établissements, là, je pensais à la voie professionnelle, qu'on n'a pas forcément représentée ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'établissements avec une dynamique e-tuning où les élèves peuvent du coup partir en stage à l'étranger. Erasmus+ finance des mobilités d'élèves de la voie professionnelle à l'étranger. Et il y a sur la plateforme eTwinning et ZEP, il y a des forums qu'on peut utiliser pour chercher des lieux de stage. Mais aussi, une fois qu'on a ce réseau d'établissements, il est très simple en fait de lancer un message à quelqu'un qu'on connaît de son projet de cette année ou d'une autre année pour dire bah, en fait, j'ai 3 élèves qui aimeraient bien partir et j'ai pensé à l'Espagne parce que tu aurais des contacts. Et donc, du coup, ça permet aussi d'enrichir d'autres activités de l'établissement et de profiter de ce réseau de connaissances qui n'est pas strictement limité à étudier, mais qui peut aller bien au-delà. Et donc, je suis ravie aussi d'entendre que l'une de ses élèves a gardé contact si longtemps après avec sa partenaire roumaine. Je ne sais pas si Aurélie ou Lucie, vous souhaitez ajouter quelque chose. On arrive vers la fin, mais il est tout possible de compléter. Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport aussi à une question que j'ai vue dans le chat et c'était un peu long pour répondre. Alors, je me suis dit, juste pour résumer, euh, il y a un collègue. Alors, je sais que par rapport là, c'était vraiment une question e-twinning par rapport à l'utilisation de la plateforme et surtout des projets. Le ou la collègue, désolée, je ne me souviens plus qui, posait la question de comment, voilà, de la multiplicité c'est vrai qu'il y a un nombre impressionnant de projets sur la plateforme, hein, c'est pas pour rien qu'il y a une nouvelle plateforme. Euh, En fait, moi, je sais que très sincèrement, par rapport à ça prend, c'est très différent de s'insérer dans un projet qui est déjà existant ou bien voilà, d'être le fondateur ou cofondateur d'un projet. C'est, en tout cas, en termes de charge de travail, c'est très différent. Je trouve que pour découvrir eTwinning, c'est bien de commencer par l'intégration dans un projet existant. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Euh, et ça permet de se familiariser avec cette plateforme qui est, voilà, enfin, il faut vraiment, il faut s'y faire en fait. C'est pas très compliqué. Il faut juste bien savoir dans quels onglets aller, etc. Bien s'enregistrer avant. Et puis pour trouver le projet qui convient. Moi, je sais que par exemple l'année dernière, donc c'est ce que j'ai fait pour le fameux projet en lien avec le PS. Il y a des filtres, donc on peut filtrer que ce soit l'âge des enfants, enfin, pardon, l'âge des élèves, le type de domaine du projet. On peut filtrer et là, du coup, vous allez avoir, vous aurez plus 1000 projets, il y en aura beaucoup moins. Et puis ensuite, vous pouvez envoyer donc un message directement pour demander si vous pouvez rejoindre le projet et les collègues vous accepteront ou enfin voilà, vous répondront. Donc voilà, ça c'est le premier conseil que je voulais passer. Et puis le deuxième conseil par rapport à la certification, cette fois, DNL, euh, je sais que j'en ai parlé en fait avec une collègue, justement, je l'ai inscrite dans une formation à l'étranger, c'est par Erasmus+. Donc je sais que ça dépend des académies. En tout cas, dans l'académie Créteil, on peut avoir, il y a très peu de places, mais il y a quelques places pour pouvoir s'inscrire dans des formations, soit renforcement en anglais, parce que nous, c'était l'anglais qui nous intéressait. C'est pas que l'anglais, hein, il y a d'autres langues, on est bien d'accord. Euh, En tout cas, donc pour ma collègue, elle voulait un renforcement linguistique en anglais, et du coup, l'inscrite, elle part en Irlande pendant une semaine pendant les vacances de février pour faire un stage de renforcement linguistique et lui permettre
voilà, de se lancer un peu plus. Elle a déjà commencé, mais c'est encore timide, de se lancer encore un peu plus en DNL. Donc ça, c'est possible. Il faut se renseigner aussi avec CPC, CPD. Voilà, c'est bien de poser la question. Et puis ne pas oublier que c'est un niveau B2, comme le disait notre IEN, qui est demandé. C'est pas un niveau C1, C2, c'est B2. C'est pas infaisable. Voilà, c'est pas infaisable. Voilà. Je voulais juste dire ça pour pas être trop longue. Merci. Je voulais justement revenir sur ce que vous disiez. Effectivement, hein, dans les académies, il existe des consortiums académiques, peut-être pas toutes les académies, mais la majeure partie. Et par le biais de la DAREIC, en fait, il y a chaque année des propositions de stage pour les enseignants qui ont besoin de renforcer leurs compétences en langue. Ce sont des stages avec un niveau A2 pour aller vers du B1, voire au-delà. Et ce sont vraiment des stages fabuleux. Et cette année, par exemple, sur l'Académie de Toulouse, il y a des stages qui démarrent là en février. Il y en aura à Pâques, il y en a aussi au mois de juillet, sur l'Irlande, Tenerife, Dublin. Et vraiment, l'objectif de ces stages, c'est vraiment le renforcement, voire même, alors pas l'apprentissage parce qu'il faut un minimum peut-être à 2, mais en tout cas, ce sont vraiment des stages linguistiques qui sont très, très favorables à cette remise à niveau ou tout simplement même ou à monter en compétence quand on est très en deçà de ce que on voudrait être. J'ai lu une question d'un collègue tout à l'heure, comment faire, hein, et c'est vrai qu'on ne l'a pas indiqué, vous aviez raison Aurélie de l'indiquer tout à l'heure. C'est très intéressant ces stages que proposent les DAREIC par le biais d'Erasmus et des consortiums Erasmus. Je rebondis sur les DAREC. C'est vrai que les activités Erasmus+ et eTuning sont très, très, très interconnectées. Donc, en fait, on a dans chaque académie, il y a 2 personnes à connaître pour ces activités. Il y a le correspondant académique eTuning, donc, qui est un personnel de réseau Canopé, dont la mission, c'est le déploiement d'eTuning dans l'académie. Donc, c'est la personne à contacter pour être mis en relation avec un enseignant ambassadeur. Donc, si vous voulez discuter avec un prof de votre académie, peut-être de votre discipline au niveau, pour avoir un peu un accompagnement individuel, votre correspondant académique peut vous mettre en relation. Et donc, les coordonnées sont sur notre site etuning.fr, dans les contacts académiques, que je vous enverrai bien sûr à la suite. Et puis, effectivement, les DAREC sont en charge de toutes les activités de mobilité européenne et internationale de vos académies. Donc, c'est les délégués académiques aux relations européennes et internationales et à la coopération. Donc, tout le monde ne les connaît pas, mais ce sont de super ressources. Et il y a une vraie complémentarité. Pour rebondir sur une question dans le chat, une très grande complémentarité entre les activités Erasmus+ de mobilité et eTuning. Ce ne sont pas des doublons. Et effectivement, les projets Erasmus+ sont formidables, mais il y a une limite au nombre d'élèves qu'on peut envoyer. Il y a aussi des élèves dont les familles ou même eux-mêmes ne sont pas prêts à partir. Et donc, c'est vrai que les projets eTuning permettent d'inclure un très grand nombre d'élèves dans des projets européens et de débloquer parfois aussi des obstacles dans l'esprit, dans la tête, à la mobilité physique plus tard. Donc, il n'y a pas du tout de concurrence ou d'effet de doublon sur ces 2 dispositifs. Ils sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, je ne peux que vous conseiller de vous y intéresser. Alors, du coup, je vais passer très rapidement un slide sur nos formations et l'accompagnement qu'on propose au niveau d'eTuning. Et c'est vrai dans tous les pays européens et partenaires d'eTuning. Il y a un bureau d'assistance nationale dans chaque pays eTuning dont la mission est de former et d'accompagner les enseignants de son pays. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans un webinaire plutôt consacré à la DNL et eTuning, mais on a aussi des webinaires régulièrement sur la recherche de partenaires et vous pouvez voir les replays sur notre chaîne YouTube. Donc si vous avez besoin d'un coup de main parce que vous ne savez pas utiliser les forums, et ben, on a tout un webinaire comme celui d'aujourd'hui, mais là-dessus. C'est pareil, comment monter un projet collaboratif à distance, et ben, c'est pareil, on a une session complètement consacrée à ça sur l'articulation eTuning Erasmus+, c'est pareil, on a. Donc, vous trouverez tous ces webinaires en replay sur notre chaîne YouTube eTuning France. Vous y trouverez aussi des tutos vidéo, vraiment sur comment utiliser la plateforme. Si vous avez envie d'une formation un peu plus longue, on propose 2 fois par an une formation en ligne tutorée sur 5 semaines. Il y a un webinaire comme celui d'aujourd'hui
tous les mercredis pendant 5 semaines que vous pouvez visionner à votre convenance avec des activités à faire entre chaque session qui vous emmènent de l'inscription à eTuning jusqu'à la mise en place d'un projet si vous le souhaitez. Donc, il n'y a pas de, vous pouvez faire la première partie, pas la deuxième si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais c'est proposé, alors c'est en train de terminer pour l'hiver, mais ce sera proposé à nouveau au printemps, en avril, il me semble. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire à assistance@etuning.fr. On a aussi des parcours magistères. On envoie aussi plusieurs centaines d'enseignants dans des séminaires européens eTuning chaque année. Ce sont des séminaires où on accompagne les enseignants dans la découverte des projets pédagogiques à distance et où ils rencontrent des partenaires potentiels. Donc, toutes ces informations sont partagées sur etuning.fr et vos coracs aussi, vos correspondants eTuning de Canopé diffusent ces offres. Si vous souhaitez avoir l'information, vous pouvez leur écrire pour être sur leur liste de diffusion. Donc, ce sont de super événements et ce sont de vrais accélérateurs pour les projets. Tout est pris en charge par nous, y compris les voyages. Vous n'avez pas avancé les frais. Donc, ce sont quand même des opportunités vraiment intéressantes à connaître. Si vous avez envie de lancer plutôt du côté tuning, on est là. Et puis, il y a évidemment des formations en académie. Donc, parfois parfois inscrit un stage PAF avec le DAREC et le CORAC. Il y a aussi la possibilité de demander des formations en établissement à l'initiative du chef d'établissement. Et dans tous les cas, notre site etuning.fr, c'est le point d'entrée pour nous contacter, pour avoir toutes ces informations. Vous trouverez les informations pour les correspondants académiques dans la rubrique Nous contacter et pour le Bureau national aussi. Et donc, voici les liens pour notre chaîne YouTube, site et notre adresse mail assistance@etuning.fr. On a 4 collègues qui sont à temps plein sur l'accompagnement et la formation des enseignants français. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, la moindre difficulté. Ne restez pas bloqués pendant 3 ans sur la recherche de partenaires. Écrivez-nous, on est ravis de vous aider. On est à fond sur eTuning. Donc, on sera là, on se fera une joie aussi de vous aider à débloquer votre situation si tant est que vous aviez un souci. Euh, alors, je ne sais pas si Muriel, tu souhaites dire un mot en conclusion ou Alors, on s'arrête écoutez, là. voilà, juste, je vais être très courte. C'était fort intéressant. Merci à nos collègues inspecteurs d'avoir partagé les éléments qu'ils ont pu partager cet après-midi. Merci aux collègues professeurs premier et second degré pour ce partage d'expériences illustrées, des témoignages qui vont sûrement donner des idées, des envies à tous les participants. Merci à eTwinning pour l'organisation aussi de ce webinaire. Et puis, écoutez, beau projet à tous et de beaux parcours avec le duo dynamique DNL, certification DNL et eTwinning. Voilà, je te redonne la parole, Elisabeth. Tout simplement pour vous remercier les intervenants. C'était un plaisir de discuter de ce sujet passionnant et de pouvoir partager avec nos participants aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera des envies et puis des pistes concrètes à suivre dans vos académies. Merci à toutes et tous et bonne fin de journée. Merci, au revoir. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.